Chers collègues, nous recevons aujourd'hui M. Grégoire Kopp en tant qu'ancien conseiller médias et communication du secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, M. Alain Vidalis, et ancien directeur de la communication de la société Uber France. M. Kopp, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre à vos questions. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international des journalistes d'investigation ont publié ce qui est désormais convenu d'appeler les Uber Files. S'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017, cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objets. D'une part, évaluer l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales, de l'ubérisation, le développement du modèle Uber en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Votre audition s'inscrit plutôt dans le cadre du premier objectif de notre commission d'enquête, puisque vous êtes à la fois un témoin de l'action gouvernementale dans le secteur du transport public particulier de personnes lors de l'émergence des plateformes numériques telles qu'Uber entre 2013 et 2015, ainsi qu'un acteur majeur de la stratégie de lobbying d'Uber à partir de juin 2015, lorsque vous endossez la fonction de chargé de communication au sein de cette entreprise jusqu'en 2017. D'une manière générale, nous souhaiterions connaître votre appréciation des révélations des Uber Files, des critiques émises depuis le début de nos travaux sur la stratégie d'implantation de la société Uber en France et plus particulièrement sur sa stratégie de lobbying auprès des acteurs publics. De façon plus précise, plusieurs questions nous intéressent. Quel était votre rôle exact au sein du cabinet du secrétaire d'État chargé des Transports, M. Vidalis? Pendant la crise des taxis VTC, avez-vous tenté de faire valoir la position d'Uber et d'autres plateformes de VTC auprès des ministres, auprès des principaux acteurs du gouvernement afin de favoriser l'implantation d'Uber, d'obtenir des modifications législatives et réglementaires en leur faveur? Avez-vous, dans ce cadre, obtenu des modifications législatives réglementaires qui vous paraissaient aller dans le sens de l'intérêt d'Uber et plus généralement d'ailleurs des plateformes VTC au moment de votre présence au sein de l'entreprise? Avez-vous par ailleurs été témoin d'actions de lobbying de la part des représentants des sociétés de taxis aussi pour empêcher l'émergence des VTC? Je note par exemple que vous avez souligné dans les informations transmises en amont de cette audition que Mme Vanessa Paradis, ancienne conseillère communication du ministre Michel Sapin, avait été recrutée par la G7 en février 2016 comme chargée des affaires publiques de la communication peu de temps après votre départ chez Uber. Est-ce que vous en tirez des conclusions? Pouvez-vous nous décrire les raisons pour lesquelles vous avez rejoint la société Uber en juin 2015 comme directeur de la communication pour la France? Enfin, dans les documents que vous nous avez transmis, votre courriel de départ de la société Uber met en évidence le fait que vous n'auriez pas toujours été d'accord avec Pierre-Dimitri Gorcotti et Thibault Saint-Phal. Je cite: « Merci Pierre-Dimitri et Thibault de m'avoir recruté malgré les divergences de vues et éclats de voix et permis de vivre tant d'heures de débat parfois quasiment philosophiques. » Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistaient ces divergences? Nous aurons bien sûr d'autres questions, mais je vous propose d'entamer une discussion à ce stade. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter, M. Kopp, à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. C'est l'occasion pour moi de revenir sur un temps désormais assez ancien, il y a près de 10 ans, sur les 2 années que j'ai passées à travailler chez Uber, alors en pleine expansion. Vous le savez, et cela vous a été confirmé par Alain Vidalis lui-même la semaine dernière, je n'ai jamais eu à traiter du sujet Uber lors de mes fonctions ministérielles auprès de lui. D'abord au ministère chargé des relations avec le Parlement, pendant 2 ans, entre mai 2012 et avril 2014, puis au ministère des Transports, de la Mer et de la Pêche, entre septembre 2014 et juin 2015. J'étais son conseiller en communication, chargé du lien avec les médias. Je n'intervenais pas sur le fond des dossiers qui étaient portés par les conseillers techniques. Et surtout, Alain Vidalis, en tant que ministre des Transports, n'était même pas en charge du secteur taxi-VTC à l'époque, puisqu'il l'est devenu par la suite. Mais c'est d'ailleurs peut-être même une anomalie que le ministère des Transports ne soit pas chargé de ce secteur. Mais quand je l'accompagnais, il n'avait pas la compétence sur ce domaine.
J'imagine donc que si vous avez souhaité m'entendre aujourd'hui, c'est parce que vous vous demandez pourquoi. Et d'ailleurs, vous me l'avez demandé pourquoi ce choix de Uber. Pour comprendre ce qui m'a amené à faire ce choix et la façon dont j'ai vécu ces 2 années, il faut savoir quel a été mon parcours. Je me permettrai donc de commencer par me présenter brièvement. J'ai étudié le droit économique et européen à l'Université de Strasbourg et à Sciences Po Paris avant d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 2011. J'ai ensuite choisi de rejoindre l'association de consommateurs UFC Que Choisir en tant que juriste lobbyiste chargé des questions de droit de la concurrence et de nouvelles technologies, justement. Ça a été d'ailleurs, au passage, ma seule expérience de ma vie en tant que lobbyiste, chez UFC Que Choisir. Et à l'époque, tout le monde me félicitait d'être lobbyiste. Parce que le lobbying est quelque chose, pour moi, qui est neutre. Ça dépend de quels sont les intérêts que vous représentez. Mais on fait souvent un faux procès, et certaines personnes tentent de mettre ce mot de manière caricaturée, mais s'il n'y avait pas de lobbying, c'est-à-dire de représentation d'intérêts, il n'y aurait pas de démocratie. Et donc, quand on est 2 lobbyistes chez UFC Que Choisir, ce que j'étais à l'époque, tout le monde était très content que je fasse ce travail, et c'est le seul moment de ma vie où j'ai fait ce métier. J'ai ensuite rejoint le cabinet d'Alain Vidalis lorsqu'il a été nommé ministre des Relations avec le Parlement en mai 2012 en tant que contractuel, n'étant pas fonctionnaire. Ce statut est extrêmement précaire. Vous ne savez ni quand vous commencez, ni quand vous allez arrêter. Et cette expérience s'est brutalement arrêtée lorsque Jean-Marc Ayrault a quitté ses fonctions de Premier ministre au printemps 2014. Je me suis alors retrouvé au chômage, comme tout contractuel, avant de rejoindre l'agence de communication TBWA Corporate pendant quelques mois, puisque dès la fin de l'été 2014, Alain Vidalis a été renommé ministre, cette fois chargé des transports, de la mer et de la pêche, et il m'a proposé de poursuivre mon travail à ses côtés, ce que j'ai accepté. Et c'est là qu'intervient un hasard de l'histoire. Mon ancien supérieur au sein de l'agence de communication où j'étais pendant 4 mois a pris le poste, nouvellement créé, de directeur de la communication d'Uber pour l'Europe de l'Ouest. Nous nous entendions bien, on était restés en contact, on avait déjà travaillé ensemble, du coup, il connaissait ma façon de travailler et mes convictions s'agissant de lutter contre les monopoles et casser les rentes, qui avaient déjà guidé mon choix d'aller travailler chez UFC Que Choisir. Il m'a ainsi expliqué que lui, dans sa mission, était de structurer une équipe et notamment de recruter assez urgemment un directeur de la communication pour la France. Il s'est dit que ça pouvait m'intéresser et il m'a parlé de ce poste. Après quelques semaines de réflexion, j'ai alors décidé d'accepter d'entrer dans le process de recrutement en me disant qu'il était toujours intéressant de comprendre comment ces entreprises américaines, c'est l'émergence des GAFAM à l'époque, recrutaient, et de vivre ce process de recrutement et de voir ce que ça allait donner. Je n'étais pas forcément particulièrement convaincu de l'ensemble des mérites d'Uber. Il fallait disrupter ce marché. J'avais des questions. Je suis rentré dans ce process de recrutement qui est particulièrement difficile et sélectif. C'est une expérience intéressante à vivre. Et il s'avère que j'ai été retenu. Ils m'ont proposé de les rejoindre et j'ai donc rejoint Uber en juin 2015, en plein milieu de la crise Uber Pop, après évidemment avoir saisi la commission de déontologie, puisque j'étais en cabinet ministériel, qui a rendu un avis favorable, et je vous ai donné tous les éléments qui étaient liés à la fois à cet avis et aux discussions qu'il y a pu avoir en amont, où ils m'ont demandé de préciser justement ce que je faisais avant et après. Au bout de 2 ans, donc en juillet 2017, j'ai quitté Uber, j'ai démissionné d'Uber, et j'ai rejoint OVH Cloud, qui venait de devenir la 2e licorne française, donc ces entreprises technologiques valorisées plus d'1 milliard d'euros, et je l'ai rejoint comme conseiller de son président fondateur, Octave Klaba. J'étais donc un des premiers chief of staff, comme on dit dans la technologie française, cette fonction que vous connaissez bien ici, puisque c'est aux confins des rôles de directeur de cabinet et de chef de cabinet. J'y suis resté 2 ans et demi, puis j'ai effectué un passage à l'Olympique de Marseille en tant que directeur de la communication et de l'impact sociétal pendant la crise sanitaire du Covid. Et depuis un peu plus de 2 ans, j'ai créé ma propre entreprise de conseil, GRK. Qu'est-ce que c'est GRK? Nous conseillons des dirigeants et des personnalités sur leur stratégie, leur organisation, leur communication et leur impact sociétal. Par exemple, on a récemment accompagné la sortie du livre Les Fossoyeurs sur Orpea, dont vous avez entendu parler, pour lequel on avait conçu une stratégie d'influence globale permettant de mobiliser en amont, pendant et après la sortie du livre tout un ensemble de parties prenantes concernées par le sujet des EHPAD, tout en déployant un plan de communication bien rodé et en préparant le journaliste Victor Castanet, auteur du livre, le plus efficacement possible pour qu'il puisse être dans les différents médias et être pertinent. À côté de ça, on accompagne les dirigeants de nombreuses startups qui font bouger les lignes, qui croissent rapidement et qui font bouger les choses. Pour revenir à Uber, l'ensemble des analyses que je peux vous exposer aujourd'hui résulte de ce que j'ai peu à peu compris quand j'y travaillais, pendant ces 2 années, et après, en continuant de travailler dans la technologie. Le contexte de l'époque doit être rappelé aussi. Les différentes auditions l'ont dit, mais il y avait les attentats à ce moment-là, donc un contexte sécuritaire très sérieux. Il y avait une volonté politique de faire baisser le chômage, et on attendait chaque mois la courbe du chômage avec impatience. Et le secteur des taxis, lui, proposait un niveau de qualité de service assez incertain, il était très peu digitalisé, et il manquait beaucoup de taxis, notamment à Paris.
Les nouvelles technologies ont permis un foisonnement de l'écosystème VTC. Donc, il y a évidemment Uber, mais aux États-Unis, c'était Lyft, le grand concurrent. Il y a des concurrents locaux partout dans le monde. Et en France, il y avait Chauffeur Privé, Le Cab, Marcel, Snapcar, Allocab et même Hitch, qui au départ était concurrent d'Uber Pop avant de maintenant devenir une plateforme de VTC. À l'époque, Uber, c'est quoi? Uber, c'est en quelque sorte un objet économique non identifié. On est au milieu des années 2010 et Uber incarne le début d'un cycle de levée de fonds géante qui accompagne le développement de technologies mondialisées. Il y a une technologie qui émerge, cette technologie, on peut essayer de la répandre partout dans le monde au même moment. En tout cas, c'est l'idée qui se propage à cette époque-là. Personne ne sait comment ces entreprises vont se développer, vont fonctionner, elles-mêmes ne le savent pas vraiment. Et Uber, particulièrement, c'est le premier choc physique du numérique. Ce n'est pas seulement des services virtuels comme un moteur de recherche ou un réseau social. Avec Uber, la technologie a impacté le monde réel, dans nos rues, concrètement. Et en France, en 2009, le Parlement avait créé le dispositif des VTC, qui est un dispositif qui existait déjà. Sauf qu'en parallèle, l'iPhone est arrivé. L'iPhone, c'est des applications et la géolocalisation. Et donc, c'est le choc de ces deux moments, la création d'un régime qui permettait une activité et cet outil technologique qui était nouveau, qui n'avait pas été anticipé, évidemment, qui a fait en sorte que ça se développe. Et la France est devenue un pays très important pour Uber assez rapidement. À mon arrivée chez Uber, donc quand j'y arrive en 2015, le poste lié aux affaires publiques était d'ores et déjà pris en charge par une autre personne, Alexandre Quintard-Kegre, qui travaillait sous l'autorité de Marc McGann. Moi, en tant que directeur de la communication, ma mission, c'était de mener la bataille d'influence communicationnelle en coordonnant la communication d'Uber en France. Donc d'assurer quoi? Les relations avec les médias, nationaux et locaux. Très rapidement, je suis devenu porte-parole de l'entreprise, donc de prendre la parole dans des colloques, dans des conférences, à différents endroits. Aussi d'accompagner les équipes marketing qui, elles, faisaient de la communication en termes de publicité pour inciter des passagers à utiliser l'application et les aider à faire en sorte qu'ils ne commettent pas de faux pas, parce que quelques temps précédemment, il y a eu quelques faux pas marketing qui a été fait. Et puis d'être en coordination constante avec les équipes globalisées d'Uber, puisque on était partout dans le monde au même moment. C'était une petite équipe à ce moment-là, et il fallait chaque incident n'importe où dans le monde était repris dans les autres pays. Donc en fait, on travaillait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour être sur le qui-vive, pour essayer de comprendre ce qui se passe, et on avait des journalistes qui nous appelaient toute la journée. Au début, j'étais seul à assumer ces fonctions. C'était une création de poste de directeur de la communication en France. Et puis, j'ai assez rapidement pu recruter 2 personnes qui m'ont aidé sur la communication qu'on appelle corporate, à destination du grand public, et la communication consumer, à destination des consommateurs. Pour résumer, après, on pourra rentrer dans une discussion et je répondrai à vos questions, mais pour moi, il y avait une grande immaturité d'Uber à tout point de vue, à la fois en termes de business et d'affaires publiques. Pourquoi? Parce que la logique des immenses levées de fonds, qui était la mode à cette époque, on en est un peu revenu, impose un retour sur investissement assez rapide. Et donc, un modèle de développement très rapide. Et quand on va très vite, ce n'est pas forcément viable à long terme, et ça porte de nombreuses contradictions. La question qu'il faut toujours se poser, c'est ce n'est pas parce qu'une innovation est technologiquement possible qu'elle est sociétalement souhaitable. Et si elle peut être en partie sociétalement souhaitable, je pense que personne ne peut être le fait de digitaliser le secteur des taxis, mais il faut réfléchir à comment on accompagne ça en termes de protection sociale idoine. Et c'est un peu le débat que vous avez eu ce matin avec cette potentielle 3e voie avec les différents ministres. Aujourd'hui, le être indépendant offre beaucoup de liberté, et il y a beaucoup de secteurs où les gens sont vraiment contents d'être indépendants et vont même gagner plus d'argent et vivre mieux que quand ils étaient salariés. Et il y a d'autres secteurs où potentiellement les indépendants peuvent effectivement être appelés de faux indépendants, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y a besoin de vraies protections. Donc la question, pour moi, elle est plutôt là. Un dernier point sur Uber, cette logique financière des grosses levées de fonds amène pour certains un besoin d'entrer en bourse assez rapidement. Et quand il s'agit d'entrer en bourse chez Uber, il y avait une ambition, une perspective qui a été portée Travis Kalanick de faire la plus grande introduction en bourse dans le monde, c'est-à-dire une introduction à plus de 100 milliards de dollars en moins de 10 ans. Et pour certains salariés d'Uber, pour qui c'était un vrai objectif, ça amenait à prendre des décisions à court terme. Et ces décisions à court terme ne sont pas forcément les bonnes. Pour finir ce propos liminaire, je reviendrai sur un mot, le mot ubérisation, qui est un des angles d'étude de votre commission d'enquête. C'est en mai 2016 que pour la première fois le mot ubérisé est rentré dans le dictionnaire, dans le Petit Robert. Et à l'époque, la définition, c'était quoi? C'était déstabiliser et transformer avec un modèle économique innovant tirant parti des nouvelles technologies. C'était une définition qui était neutre. Et ça correspond bien à l'état d'esprit de l'époque. On ne savait pas encore quelles étaient les conséquences de ce changement de paradigme et de l'entrée de la technologie. Aujourd'hui, force est de le constater, le terme est connoté négativement.
Pour moi, ça montre bien que les précipitations du début des années Uber ont finalement été préjudiciables à Uber. Et s'il fallait assurément mettre un pied dans la porte pour faire bouger les lignes d'un secteur du transport à la demande qui était trop sclérosé et qui dysfonctionnait un peu partout dans le monde, l'immaturité d'Uber et la vitesse de son déploiement lui ont été pour moi préjudiciables. Merci, monsieur Kopp, c'est très intéressant. Est-ce que je voudrais revenir donc un peu sur la période. Ce qui était intéressant quand on a auditionné Mark McGann notamment, c'est qu'il est revenu dans le détail sur les actions de lobbying. Et vous l'avez souligné, non seulement auprès des acteurs publics, mais aussi l'influence, l'environnement intellectuel, culturel, médiatique, grand public, qui en plus était déjà relativement favorable à Uber, puisqu'il apportait une nouvelle offre, un nouveau service innovant face à l'insuffisance de l'offre de taxi à l'époque. Mais finalement, M. McGann, après nous avoir parlé de tous les moyens qui avaient été déployés pour faire ce lobbying, nous a dit qu'en tout cas les responsables d'Uber de l'époque avaient le sentiment d'un cadre législatif qui n'avait fait que se renforcer, que réguler, qu'encadrer. La loi Thévenoud, à la loi Grand-Guillaume, les lois Macron-El Khomri n'apportant aucune modification en faveur ou contre d'ailleurs les VTC à ce moment-là. C'est la période où vous étiez aussi, alors sur la partie communication, j'en conviens, mais est-ce que c'est soit votre sentiment, en tout cas le sentiment qui vous paraissait partagé, quand vous parliez à M. Gorcotti ou M. Saint-Phal, par exemple, est-ce qu'en 2017, au moment où vous quittez, 2017, si je ne dis pas de bêtises, vous quittez l'entreprise, est-ce que vous avez le sentiment que l'entreprise a l'impression d'avoir gagné son combat et son lobbying, ou au contraire être assez déçu, comme nous l'avait indiqué Mark McGann, par les différentes dispositions qui ont pu être prises au cours des années précédentes? Très déçu, même. Il suffit de regarder l'état des faits. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous a été dit dans le cadre de cette commission d'enquête. Toutes les lois qui se sont succédées, les décrets, les mesures, sont allées à l'inverse et à l'encontre d'un développement serein et pérenne d'Uber. Et on peut réfléchir si c'était normal, pas normal, mais ce qui est sûr que dans cette philosophie, c'est à nouveau ce qu'il faut comprendre, cette philosophie qui vient de la Silicon Valley, de gens de la technologie, ce sont des gens qui sont extrêmement rationnels. C'est des gens pour qui il y a une technologie qui permet d'apporter un meilleur service du côté de l'usager, du consommateur, il faut pouvoir lui donner. C'est aberrant d'être dans Paris et de ne pas pouvoir trouver de taxi, donc on va pouvoir le faire. Et dans cette logique qui était extrêmement simple, la technologie arrive, on doit pouvoir l'apporter tout de suite, mais certainement trop vite, il y avait une vraie incompréhension du mode de fonctionnement politique. C'est des gens qui pensent que c'est possible, on doit faire un claquement de doigts et demain, ça y est, c'est là. Non, la société prend du temps, les évolutions prennent du temps, il faut accompagner ces changements, et il y avait une immaturité totale sur l'accompagnement du changement. Donc, la réalité, c'est que pour moi, mes collègues des affaires publiques qui étaient au contact des politiques au quotidien, parce que je n'étais pas, ils faisaient face à une mission impossible. On leur demandait en interne de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas réaliser. Ce qui a amené, et souvent ça a même été un sujet de discorde entre nous, pour moi, je trouve qu'ils en rajoutaient dans la manière dont ils arrivaient à mettre en avant certaines choses qu'ils arrivaient à faire. Et je disais même à l'époque, c'est une phrase que je dis plusieurs fois et j'ai employé parfois même auprès de journalistes à qui je discutais en off, ils faisaient des forêts avec des brins d'herbe. Et puisque j'avais une compréhension de comment ça se passait en politique, quand je les voyais raconter ce qu'ils faisaient et raconter la manière dont ils le racontaient, notamment dans le compte rendu du coup écrit, qui sont retrouvés dans l'Uber Files, ça ne correspondait pas à la réalité. Pour moi, c'était vraiment des choses qui étaient des exagérations. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient sous pression. Et donc, ça revient à l'audition de Mark McGann. Il arrive devant vous en disant « J'ai été le lanceur d'alerte des Uber Files. J'ai apporté plein de documents sur le fait qu'on a fait un énorme lobbying partout dans le monde. » Ah, mais à la fin, on dit « Mais ouais, mais ça n'a pas marché du tout. » Bah oui, donc du coup, ce super pouvoir de lobbying, de boîtes qui arrivent avec plein d'argent, qui arrivent à transformer la loi, c'est juste pas vrai en fait. C'était une chimère qu'ils ont cru pouvoir faire parce qu'ils ont pensé que l'argent arrive et permet de faire plein de choses, mais c'est pas vrai. Madame la rapporteure, vous avez cité souvent Maxime Drouineau. Maxime Drouineau, vous avez vu l'âge qu'il a? L'âge qu'il avait à l'époque en 2014, quand il écrit ce fameux email, quand c'est un des premiers à sortir de réunion avec Emmanuel Macron. Il est sorti d'école 3 ans auparavant. C'est pas un lobbyiste chevronné, extrêmement diplômé. C'est quelqu'un qui est très très jeune. Et en fait, cette boîte, c'est une boîte de gens jeunes, qui sont avec beaucoup de naïveté, de crédulité, qui ont pensé que, et par des vraies convictions, que transformer ce transport à la demande, que d'apporter la technologie, c'était bien. Et du coup, ils se sont heurtés à un mur. Et c'est ce qui s'est passé en termes de lobbying. Et pour moi, ils ont malheureusement dû exagérer des choses. Donc vous dites en fait il y a un mélange à la fois de naïveté peut-être eux dans leurs échanges avec les pouvoirs publics à penser qu'après juste un entretien, ça y est, on a une avancée historique,
et d'exagération en interne pour plaire soit peut-être au management en France ou au management en Californie aussi. On a pu entendre qu'il y avait parfois de la pression, et d'ailleurs ça a été rapporté publiquement, etc., de la part de Travis Kalanick et de son entourage. Bon, ça c'est intéressant. Mais alors, et pour revenir donc sur ce que vous dites, sur les désaccords presque philosophiques ou les conversations philosophiques, sur quoi est-ce qu'ils portaient, quelle relation vous aviez avec, à ce moment-là, M. Gorcotti, par exemple, et pourquoi, et d'ailleurs, qu'est-ce qui explique votre départ de l'entreprise? Quand je suis arrivé en 2015, Pierre Dimitri venait de prendre le poste de General Manager, c'est comme ça que ça s'appelle, pour l'Europe de l'Ouest. Donc il ne s'occupait plus de la France. C'était Thibaut Saint-Phal qui était là. Donc, moi, j'ai échangé régulièrement avec Pierre Dimitri, mais le plus souvent et au quotidien, c'était avec Thibaut Saint-Phal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Uber, les équipes communication et affaires publiques était une équipe distincte, qui avait été créée justement avec l'arrivée de Marc Magan au début, mais administrativement, hiérarchiquement, on ne répondait pas des directeurs locaux. Thibaut Saint-Phal en France n'était pas mon patron. Je répondais d'une ligne hiérarchique différente, qui était directement rattachée aux États-Unis. Donc en termes de pression, oui, effectivement, nous, on devait à la fois collaborer au quotidien avec des opérationnels qui, eux, ont un objectif qui était très concret, développer le business. Donc avoir plus de passagers et avoir plus de chauffeurs. Et quand on arrive, nous, quand cette équipe est créée, pourquoi elle est créée? Elle est créée parce que en 2012 ou 2013, aux États-Unis, c'est le conseiller spécial de Barack Obama, David Plouffe, qui est recruté. Et donc lui théorise ce que fait politiquement Uber. Politiquement, Uber fait quoi? C'est de démocratiser le transport à la demande grâce à la technologie en complément des transports en commun. Et donc ça, il arrive, il le théorise, sauf que pour pouvoir l'expliquer, les opérationnels qui, eux, dans le quotidien, n'ont pas le temps de le conceptualiser et font des erreurs, dérapent un peu dans tous les sens, parce que eux, pour eux, la fin justifie les moyens presque. Et donc là, on arrive à un moment où il décide de créer une hiérarchie différente, communication et affaires publiques, et là, il recrute une dame qui s'appelle Rachel Whetstone, qui était l'ancienne patronne de la com et des affaires publiques de Google, et qui elle est arrivée quasiment en même temps que moi, pour recruter dans chaque pays un directeur de la com et un directeur des affaires publiques, créer une équipe mondiale, et que cette équipe mondiale, en fait, travaille à, pas contrôler, mais à accompagner le développement opérationnel. En gros, on était en train en permanence de dire, attention, ça va pas, ça va bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, les opérationnels ne nous voyaient pas forcément d'un bon oeil. Nous, il y avait des vrais combats au quotidien dans cette entreprise. Ça peut paraître bizarre à expliquer parce qu'on a la logique d'entreprise en place avec un modèle très traditionnel, mais chez Uber, dans une boîte aussi jeune qui veut être partout dans le monde en aussi peu de temps, on a beaucoup d'autonomie et de responsabilité. Et si on nous a recrutés, c'est pour avoir notre mot à dire. Et donc, dans les discussions internes, c'était des vrais combats. J'avais parfois l'impression de me battre autant, si ce n'est plus, en interne qu'en externe, où pourtant j'étais le porte-parole d'Uber, à être sous le joug de toutes les questions. Et c'était un combat en permanence, mais on le faisait tous. Pourquoi? Parce qu'on voulait tirer cette entreprise qui allait très vite dans le meilleur sens possible. Et donc, ça a été des discussions, mais sur plein de sujets en permanence, où est-ce qu'on doit plutôt faire comme ça, comme ça? Pour moi, il était évident, par exemple, que la question de la protection sociale, c'était pas une option, en fait. C'était quelque chose, si un chauffeur de VTC se casse la jambe, qui peut pas travailler pendant 6 mois, ben, il va pas revenir en tant que chauffeur de VTC. Donc il y a besoin d'une protection sociale, c'est simplement du bon sens. Et ça, c'est un des arbitrages que j'ai pu gagner, puisque Uber France a été un des premiers Uber dans le monde à faire un partenariat avec une assurance pour que tous les chauffeurs qui roulent sur Uber soient assurés. Mais pour moi, c'était juste une évidence. Et puisque je vais dire toute la vérité, au bout de 2 mois chez Uber, il y avait une sorte de onboarding, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on vous fait rentrer dans l'entreprise. Donc je pars à San Francisco pour la Uberversity, c'était le nom que ça expliquait. Et là, comme c'était encore les débuts, on n'était pas tant que ça dans le monde, on avait encore un contact direct avec Travis Kalanick à ce moment-là, dans ce moment-là. Et on arrive à la fin par une séance de questions-réponses avec lui, et je l'interroge sur la question de la fiscalité. Et je lui dis, excusez-moi, mais au niveau des impôts, on roule sur des routes. Les routes sont construites par les États. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de business. Donc il est normal de contribuer un minimum aux impôts. Et ce n'est pas parce que l'optimisation fiscale est légale qu'elle est logique et rationnelle, y compris au niveau business. Et là, il m'a répondu que j'étais très français, que c'était très français comme remarque, et qu'on pourrait en parler autour d'une bouteille de vin. Mais c'est des choses on avait le droit de dire ça dans cette entreprise. Et quand j'ai dit ça, ils ne m'ont pas viré. Et quand ils m'ont recruté dans le processus de recrutement, moi, ça faisait déjà des années que j'étais sur Twitter et j'avais fait des tweets d'analyse de la situation, de choses qui m'avaient interpellé sur Uber. Et ils l'ont fait en connaissance de cause. Donc c'est une entreprise, on avait le droit de débattre, le droit de discuter, et c'était un bras de fer quasi permanent, ce qui fait que c'était aussi assez épuisant, mais c'était extrêmement intéressant. Donc c'est une organisation qui est très particulière, et ça, on ne peut pas s'en rendre compte si on ne l'a pas vécu, et ça ne correspond pas aux modèles qui sont ceux que vous pouvez connaître. Et une dernière question pour rebondir toujours là-dessus. Donc, vous avez parlé du fait que les managers d'Uber de l'époque sont très déçus
des différentes dispositions qui sont prises et des décisions qui sont prises dans la période qui est étudiée dans les Uber Files. Et alors, je voudrais vous poser un peu la question symétrique. En fait, en interne, vous voyez d'une certaine façon comme un garde-fou, un modérateur des opérationnels en affaires publiques et en communication pour essayer de faire cadrer un peu plus leurs actions, éviter des faux pas. Je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais je crois que c'est comme ça en tout cas que je comprends la façon en affaires publiques. Enfin en communication. Mais est-ce que vous avez le sentiment à ce moment en 2017 que c'est plutôt l'approche des opérationnels, donc j'imagine celle d'un rapport de force un peu brutal, peut-être parfois à la limite de la légalité, comme on voit l'utilisation d'Uberpop tel que révélé par les Uber Files, ou plutôt l'approche que vous avez essayé de mettre en avant, l'approche qui est peut-être, pour citer Travis Kalanick, plus française, qui a pu l'emporter après dans la façon dont Uber s'est comporté vis-à-vis des autorités? Non. Pour moi, Uber a, sous la pression des États-Unis, en termes d'affaires publiques, mes collègues étaient toujours dans une logique d'aller plus à la confrontation, même si eux essayaient à leur niveau, il faudrait les interroger d'ailleurs. Je suis un peu surpris que vous m'appeliez moi ici et pas eux. Mais pourquoi est-ce que... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, et la ligne qu'on peut avoir qui était peut-être plus modérée, une compréhension plus fine des conséquences sociétales de ce qui se passait, n'était pas ce qui était mis en avant au niveau de l'entreprise, et que le retour de bâton a été direct. Quand vous avez un président de la République, François Hollande, un Premier ministre, même deux à la suite, un ministre des Transports qui sont absolument pas sur cette ligne, que les lois sont prises avec deux rapporteurs qui font le travail mais qui au final vont pas dans le sens que vous voulez, c'est pas quelque chose qui est vu positivement. Et en interne, c'était vécu comme une vraie incompréhension. Les salariés d'Uber, tous les opérationnels qui se battaient au quotidien parce qu'ils pensaient vraiment être quelque chose d'utile, parce que le point de vue était un point de vue des consommateurs, des passagers, comprenaient pas. Et donc, pourquoi est-ce qu'en gros, les politiques nous font ça et pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on est en train de faire quelque chose qui aide des jeunes à travailler, qui aide des jeunes à se déplacer et qui fait sens? Parce qu'il n'y a pas de conception politique, en fait, dans la plupart de mes collègues. C'est vraiment très concret. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Grégoire Kopp et chers collègues. Moi, je voudrais revenir d'abord sur votre recrutement par Uber. On sait que dans la stratégie d'Uber et pour qu'Uber, dans les différents pays du monde, puisse imposer son état de fait à l'état de droit, assumait, revendiquait d'essayer de débaucher des décideurs publics ou des acteurs proches des décideurs publics. Ils ont ainsi recruté, par exemple, Neelie Kroes, ex-commissaire européenne en charge de la concurrence, qui par ailleurs avait plaidé pour un dialogue social des plateformes et des États membres contre des droits sociaux. Elle avait même fait des documents en ce sens-là pour inciter les pays membres de l'Union européenne de procéder ainsi. On avait retrouvé cela dans un amendement d'ailleurs qu'Arèche de la loi El Khomri. Uber avait recruté David Plouffe, ex-collaborateur du président Obama. Et donc forcément, c'est difficile pour nous de voir autrement que sous cet angle votre recrutement. Et puis en même temps, il y a aussi les hasards de la vie. Moi, je voudrais vous lire un des documents transmis par le lanceur d'alerte Marc Magan. Il s'agit d'un mail de Thomas, je prononcerai très mal, Thomas Mester, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Bon, de Thomas Mester, qui dit la chose suivante en date de février 2015. J'ai donc déjeuné avec Grégoire Kopp, conseiller à la communication d'Alain Vidalies au secrétariat d'État au transport. Grégoire a fait partie de mon équipe chez TBWA et fondateur du réseau alsacien de Paris, de raison de l'estimer. En un mot, toute la sphère institutionnelle est perplexe au sujet d'Uber, en particulier, et de l'industrie du VTC en général. Autant au transport qu'à l'intérieur, personne n'est armé pour comprendre les enjeux et défis posés par la mobilité, à un point que manifestement, nous ne nous imaginons même pas. Le sujet est de plus considéré comme politiquement miné, avec que des coups à prendre. L'illusion taxi égale prescripteur d'opinion reste bien ancrée. Tout le monde sait bien par ailleurs que la loi Thévenoud est une mauvaise loi, inapplicable en l'état et dépassée de toutes parts par la pratique. D'où l'embarras et la patate chaude. L'intérieur ne veut pas se saisir du sujet, les transports ne savent pas par où le prendre, ça ne va nulle part. Grégoire va insister auprès du ministre pour qu'il se saisisse du sujet d'abord, qu'il nous reçoive de manière informelle ensuite. Dans ce cas-là, la priorité sera de répondre à toutes les questions de droit du travail posées par Uber, puisque c'est la spécialité du ministre. Le tout plaide pour qu'après le jugement du 23,
nous sortions du bois avec un push un tant soit peu agressif, ne serait-ce que pour prendre date et manifester notre existence. Quelle réaction vous pouvez avoir à ce mail? Et est-ce que vous pensez a posteriori que vous avez été recruté parce qu'à un moment donné, pas simplement par les liens qui faisaient que monsieur Thomas Mester avait pu vous connaître auparavant, mais par le fait que vous étiez membre du cabinet d'Alain Vidalies? Et est-ce que c'était pour renforcer leurs moyens de lobbying au sein de l'appareil d'État ou votre connaissance interne de l'appareil d'État, sachant que vous avez précisé que le secteur communication était assez différent, enfin dissocié du secteur affaires publiques, alors que bon, la stratégie d'Hubert dans les affaires publiques, c'était quand même bien de prendre des personnes qui étaient issues de l'appareil d'État. Je vous remercie. C'était assez flatteur pour moi que vous me compariez à David Plouffe ou Nelly Kroes. Mais moi, je suis un avocat devenu communicant qui a pris 3 ans de ma vie pour m'engager lorsqu'un gouvernement socialiste est revenu au pouvoir pour la première fois depuis 1980, en tout cas avec un président socialiste. Donc je considère que je ne suis pas une personnalité politique, je suis une personnalité normale qui est passée. Avec Thomas, on se connaissait. Ce qui a été écrit là correspond en plus à ce qui s'est passé, c'est-à-dire que finalement, c'était logique que le secteur des taxis des VTC soit rapatrié au ministère des Transports, ce qui n'était pas à l'époque. À ma connaissance, il n'y a pas eu de rendez-vous qui a été organisé. Donc lui-même était déjà dans cette pression de devoir avoir des résultats. J'ai rien d'autre à ajouter. Vous comprenez que dans ce mail que je vous lis, la suite de votre déjeuner avec Thomas Mester fait que Thomas Mester peut affirmer que vous allez insister auprès du ministre. Et à cette époque-là, vous travaillez avec Vidalies. Vous n'êtes pas encore recruté chez Hubert. Donc, vous êtes à ce moment-là, pour Thomas Mester, celui qui va pouvoir peser sur le ministre Alain Vidalies de l'époque. Je pense que c'était une tâche impossible, par ailleurs, connaissant les convictions de M. Vidalies. Je voudrais par ailleurs porter à votre connaissance d'autres documents. Là, c'est plus pour réagir sur le fait que, selon vous, les dirigeants d'Hubert étaient très déçus, finalement, que leur lobbying ne marche pas. Alors, première chose, j'ai trouvé très intéressant cette phrase lorsqu'on a auditionné Transparency International, et qui estime qu'on n'évalue pas le lobbying à l'aune de ses résultats, d'un point de vue de l'éthique politique. Pas d'un point de vue, enfin, d'un point de vue de l'éthique politique, les parlementaires que nous sommes, nous devons analyser l'impact du lobbying, pas simplement à l'aune de leurs résultats, mais comment est-ce qu'on doit renforcer l'encadrement du lobbying, même quand il échoue, parce qu'il peut poser de graves problèmes à la démocratie, même quand il échoue. Alors, il est vrai que la loi Thévenoud et Grand-Guillaume ne vont pas du tout dans le sens d'Hubert. Mais il est vrai aussi que la loi Thévenoud et Grand-Guillaume ne seront pas appliquées et ne sont toujours pas appliquées aujourd'hui. Il n'y a pas de retour au garage, il n'y a pas de l'application de l'interdiction de la maraude électronique, y compris la data, et on voit toutes les limites. Bon. Mais j'ai un document, là, même 3 documents, qui montrent que sur la négociation d'Hubert avec le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, pour peser sur la formation, ils étaient ravis. Je vous lis la chose suivante. Bonsoir à tous. Alors ça, c'est un document qui date du 11 janvier 2016. Et c'est Alexandre Quintard-Quègre qui écrit visiblement à l'équipe de dirigeants d'Hubert. Bonsoir à tous. Nous venons d'obtenir communication de l'arrêté examen. À première lecture, cet arrêté va exactement dans le sens que nous poussons depuis plusieurs mois. Il reste quelques incohérences dans le texte, dont on sent qu'il a fait du coup l'objet de lourdes négociations entre ministères. En termes de next steps, j'organise demain à 12 h en Lisbonne une séance de relecture de l'arrêté. Je compte pour faire converger nos compréhensions du texte et finaliser nos positions. Je compte sur vous et votre participation. Je vais repartir au feu demain après-midi pour faire bouger les derniers curseurs. Les arbitrages ayant été rendus, nous n'avons que jusqu'à demain soir pour faire part de nos derniers commentaires. Je considère ce soir que ce texte est une très forte avancée pour nous tous, même si ce n'est pas encore un régime P2P, c'est-à-dire particulier à particulier. J'entends déjà le commentaire. Bon, ça, visiblement, c'est une blague entre vous. C'est-à-dire qu'au moment où Uber Pop s'arrête, Uber a besoin absolument de beaucoup de chauffeurs, parce que sinon, s'il n'y a pas assez de chauffeurs, la clientèle n'est pas satisfaite, et là, c'est la catastrophe. Et donc, il leur faut une formation clé en main très rapide. On va passer de 250 à 7 heures. Et c'est ce qu'ils obtiennent, et ils sont ravis.
Et j'ai 2 autres messages plus courts, où là, si je les lis, ça va permettre de faire rire tous ceux qui nous regardent, tellement mon accent en anglais est catastrophique. Je devrais plutôt te le faire lire. Voilà, que ce soit le président qui maîtrise très bien cette langue. Wow. This is a massive achievement. On ne va pas faire la fine bouche. Well done, Alex. Well done, team, for the resilience, the persistence, the super hard work. Depuis plusieurs mois, depuis 1 an et demi, tu veux dire. Première rencontre, Travis Kalanick, Macron, septembre 2014. Mais clairement, depuis, on a pesé très lourd. Now, we need to bring this to the finish line and the government to have a bit of courage. Well done again. This is massive. Bon, ok, bon, Cher Emmanuel, et là vous avez Marc Magan qui écrit à Emmanuel Lacresse, que je souhaiterais qu'on auditionne, mais le bureau ce matin a voté contre toute nouvelle audition et le président se refuse à ce qu'on auditionne les membres du cabinet d'Emmanuel Macron de l'époque. Cher Emmanuel, ayant le plaisir de m'adresser à un Français, je crois que les usages m'autorisent à encore vous souhaiter une très bonne année 2016, bien qu'elle soit déjà entamée. Je m'adresse à vous sur le projet d'arrêté relatif à la formation et à l'examen des chauffeurs VTC, dont je me félicite surtout de l'existence. Cela représente énormément de travail de tous les côtés, y compris et surtout de la part du ministère de l'économie, et nous en sommes sincèrement reconnaissants. Ils ont gagné une victoire et ils se le disent entre eux. Et j'ai pas l'impression qu'ils sont en train d'exagérer, comme vous l'avez laissé entendre, et qu'ils vantent ces victoires-là et qu'ils seraient déçus par ailleurs. Ils s'écrivent entre eux. Et ils sont fiers de ces victoires-là parce que d'ailleurs, ça va leur permettre de recruter en masse et les taxis seront vent debout contre justement cet arrêté sur la formation. Je comprends que vous percevez ça comme ça. Mais chez Uber, il y avait une valeur principielle, ces mots un peu bizarres, qui était d'être super pumped. C'est même le nom du film qui est sur Uber. Super pumped, c'est quoi? C'est super excité, super motivé. Je peux vous dire que les Américains, ce qu'ils voulaient, c'était le retour au régime de base. Ils arrivent en France, c'est génial, on a un régime du VTC où c'est disponible d'avoir une licence. Il faut avoir, je crois que c'était 18 ans, un permis de conduire et 3 ans d'ancienneté, et on pouvait avoir une licence de VTC sans aucune condition. C'est ça qu'ils ont vu, les Américains. Donc toute contrainte qui s'affichait, ce n'était pas une victoire. Là, vous avez un salarié qui vend son travail en disant « Regardez ce que je fais, c'est vachement bien », on ne peut pas lui en vouloir. Et il y a le manager du salarié qui dit « Oui, vas-y, c'est bien, continue de cravacher ». Mais quand on prend ce que vous avez lu, il y a plein de moments où on voit qu'ils n'étaient pas si contents que ça. Et une petite remarque également sur... C'est compliqué Uber parce que ça a beaucoup évolué, mais Uber Pop, Uber X, Uber. Uber Pop, pourquoi ça a été lancé? Parce qu'aux États-Unis, Uber, qui au départ est un service de chauffeur privé un peu de luxe, a été lui-même disrupté, il y a toujours plus disrupteur que le disrupteur, par Lyft. Et Lyft a fait du particulier au particulier. Donc là, les Américains se disent, ah ben en fait, il y a 2 modèles. Il y a des pays où il y a des licences, on fera avec des licences, et puis on va essayer un modèle sans licence de particulier à particulier. Et c'est quoi la première licorne française? Comment elle s'appelle? La plus grande start-up? C'est Blablacar. Ils font quoi, Blablacar? Ah, du particulier à particulier. Les Américains voient ça en disant « Mais c'est génial, la France. Vous avez une licorne qui fait du particulier à particulier. C'est donc légal et possible dans votre pays. » Et d'où le lancement d'Uber Pop en disant « S'il y a une start-up française qui le fait et qui se lance dans le monde entier, on peut le faire aussi chez vous. » Sauf que Blablacar, je suis d'accord, ça correspond plutôt à du stop digitalisé, que le VTC, c'est quelque chose de payant, donc c'est pas la même chose. Mais philosophiquement, ce à quoi vont réfléchir et comment réfléchissent les Américains sur ces sujets, c'est que si vous avez le droit d'aller dans un Blablacar aujourd'hui, quel est le contrôle d'un chauffeur Blablacar? Est-ce qu'on lui a fait passer un examen? Est-ce qu'on a vérifié? Pourtant, il va vous prendre, vous ou votre fille, pour vous emmener de Paris à vos vacances à Bordeaux, pendant 7 heures, sur la nationale, sur l'autoroute. On ne sait pas qui c'est, on n'a pas son permis, on n'a pas de contrôle, il n'est pas formé. Et c'est pas grave, ça marche très bien. Blablacar, c'est une licorne et j'adore Blablacar, et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais c'est ça qu'ils disent, les Américains. C'est hyper incohérent, ce pays. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne vous interrogerai pas sur vos choix d'employeurs footballistiques plus contestables, mais je vous remercie, Monsieur Kopp, de votre disponibilité, de vos réponses à nos questions, et puis aussi d'ailleurs de la transmission exhaustive de documents en amont de cette audition qui a pu nous permettre de la préparer. Nous aurons peut-être d'ailleurs des questions complémentaires ou des documents, mais dans l'intervalle, je vous souhaite une excellente journée.